On a souhaité appeler le programme donc Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville du XXIe siècle. C'est comme on considère que le bâti du XXe, dans sa matérialité, c'est-à-dire dans sa réalité constructive, aussi sociale, c'est-à-dire la matière vivante aussi qu'il constitue, permet de faire aboutir des projets de transformation qui intègrent à la fois les enjeux de transition écologique, tels que les avait intégrés Réa, mais aussi les enjeux de valorisation des qualités architecturales. Ce qui s'est aussi immiscé dans l'architecture, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, ça n'était pas conçu, au moins à l'époque, et on voit bien les difficultés aujourd'hui pour renverser la tendance, ce n'était pas prévu pour être réparé. Or, ce parc-là aujourd'hui qui raconte notre histoire contemporaine, assez logiquement, parce qu'il a été construit, il a quasiment pour beaucoup plus de 60 ans, 50 ou 60 ans, il a besoin d'être remis à niveau, d'être remis en état. Sauf que, comme ça n'a pas du tout été prévu pour être réparé, et ben en fait, on se retrouve face à de gros problèmes techniques et de réintervention parce qu'il est extrêmement difficile de changer juste une pièce comme on peut le faire sur un bâtiment en pierre. Il y a une pierre qui est abîmée, on l'enlève, on la remplace et ça va bien. Là, ce n'est pas possible de travailler comme ça. Ce qui veut dire qu'on est obligé de s'appuyer sur l'architecture qui existe pour réinventer une architecture quitte à la modifier, en gardant l'esprit initial du projet, donc de réinventer de l'architecture avec de l'architecture. Ce qui est un défi tout à fait particulier, de ne pas dénaturer et d'arriver quand même aussi à répondre à la masse de besoins de transformation, de remise à niveau, et donc de sortir de techniques type métier d'art qui vont intervenir un petit peu au pinceau et à la petite cuillère. Là, il faut arriver à massifier. Et ça, c'est vraiment un défi technique. Comment on arrive à réintervenir sur des bâtiments comme ça pour faire face à la masse, à des coûts qui vont être assumables par le maître d'ouvrage, quand on parle de logement social, mais aussi la plupart des cas des équipements publics, il faut bien que ça soit assumable. Donc pour répondre finalement à des enjeux actuels, mais sans dénaturer l'architecture. Et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en matière de rénovation thermique massive, c'est quand même un vrai sujet. Et là, tout repose sur les compétences architecturales, parce que cette intelligence-là, elle repose sur les architectes. Ça a été posé dès le début par son initiateur, un regard en direction de l'opérationnel, et donc comment essayer de se projeter dans les possibilités d'intervention sur ce bâti, qui souvent justement n'a pas fait l'objet d'intervention depuis finalement une cinquantaine d'années. Ce programme de recherche, il a cet avantage de viser les deux aspects du label, la connaissance et l'opérationnel. Sur la connaissance, en apportant justement des réponses sur les grands programmes qui ont été mis en œuvre, et puis concrètement, puisque ça c'était un des objectifs, concrètement la mise en œuvre des matériaux et comment on intervient dessus. Donc là on bascule sur le volet opérationnel, et je pense que par rapport au label qui a maintenant justement pour mission d'apporter des recommandations très concrètes
eh bien, on peut s'appuyer sur certains des résultats de ce programme. Ça peut être, par exemple, sur les façades légères, dire justement, il y a une des recherches qui a expérimenté, pourquoi pas au moins prendre connaissance de ça et s'en inspirer pour. Nous, on est confrontés au quotidien donc, à toutes les questions d'isolation. Et ça, il y a une partie du programme. Ils se sont penchés vraiment sur les questions, les enjeux actuels. Donc on a dit les façades légères, l'isolation, les menuiseries, les ventilations. Et ça, c'est vraiment des... il y a des réponses là qui peuvent, je crois, vraiment aider les maîtres d'œuvre en charge d'intervention sur de l'architecture labellisée ACR. Je pense qu'il faut définir ce que c'est une stratégie. Une stratégie n'est pas une solution, c'est une façon d'approcher l'architecture, par exemple. Une stratégie, c'est par exemple mobiliser tous les aspects bioclimatiques. Une solution, c'est de dire 5 cm d'isolant, double vitrage, c'est les solutions toutes faites, qui sont des interprétations de stratégies dans un moment donné. Alors, les solutions d'aujourd'hui ne sont très probablement pas bonnes, ou pas tous, ou très peu, pour l'architecture d'hier, il y a 40, 50, 60 ans ou 100 ans, où les stratégies étaient différentes, où on n'avait pas beaucoup d'énergie et où on comprenait le fonctionnement de son bâtiment, par exemple au niveau des fenêtres, on savait qu'il y avait de la condensation, on connaissait le bénéfice de la condensation, ça faisait partie de l'enseignement en architecture et ingénierie entre deux guerres, on en a tenu compte, il y a des mécanismes d'évacuation, on comprenait le phénomène et on ne le considérait pas comme un problème. Alors les stratégies qui vont être retenues au bout de ces expérimentations maintenant seront pas toutes les stratégies possibles pour l'avenir. Mon expérience en restauration du patrimoine, c'est qu'on avance rarement lors de la restauration. On abîme beaucoup. C'est comme l'archéologie, on ne peut pas faire l'archéologie sans casser. On casse l'information. L'enjeu, il est majeur. Il est majeur parce qu'on a beau disposer d'une production sérielle, principalement sur l'habitat du XXe siècle, il demeure aujourd'hui, finalement, très peu de bâtiments qui sont dans leur jus d'origine. Il y a eu différentes campagnes de réhabilitation qui les ont plus ou moins dégradés. Malheureusement pour certains, c'est irréversible. Et on peut alors se poser la question de quelle stratégie opérationnelle on met en œuvre pour pouvoir réutiliser ces bâtiments. Mais pour ceux pour lesquels il est encore possible de mener une action de valorisation, on peut le dire, de reconnaissance, il est fondamental de poursuivre cette reconnaissance patrimoniale. La recherche déclarait dès le départ, on voudrait voir dans quelle mesure le comportement peut réduire la consommation énergétique. Je pense que cette expérimentation a le grand mérite d'avoir déclaré que l'idée est une possibilité, et personnellement, je pense que c'est la grande possibilité, en demandant une certaine flexibilité et intelligence de l'habitant à optimaliser l'intelligence du bâtiment lui-même. Le caractère opérationnel, en fait, dans ces actions, il repose essentiellement sur des acteurs, donc des architectes, des bureaux d'études, des gens qui ont les compétences pour intervenir de manière intelligente sur ces objets. Et de ce point de vue-là, je pense que la meilleure manière, en tout cas à moyen terme, d'intervenir, c'est de former des professionnels qui aient effectivement ces compétences qui parfois font un peu défaut, puisqu'on a un système de formation des professionnels qui est plutôt orienté vers enfin, dans les écoles, on valorise beaucoup la création, l'invention, et une création qui est plutôt portée sur quelque chose de très plastique. Comment le chercheur va pouvoir intégrer l'équipe opérationnelle? À quel stade?
On sait que le travail amont a été fait, d'identification des potentiels du bâtiment, des potentiels thermiques, des potentiels spatiaux. Il va falloir maintenant le traduire en enjeux opérationnels et voir à quel moment il peut encore apporter son savoir, valoriser ses conclusions dans le champ opérationnel du projet. Il faut que de la part de ceux qui gèrent le patrimoine, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire les propriétaires et les gestionnaires, il y ait une écoute, en tout cas, sur ces recherches-là, de manière à essayer de les intégrer dans la gestion de leur patrimoine. Mais je pense qu'on y vient. Sur la question de l'isolation thermique, on y vient. J'ai quelques exemples de gestionnaires qui se rendent parfaitement compte qu'ils vont être interpellés dans les prochaines années. Je crois que le volet opérationnel ne peut aussi se comprendre que lorsqu'il est contextualisé, c'est-à-dire qu'on a l'objet avec ses usagers dans son environnement. Donc les réponses du programme, elles sont assez larges et c'est ça qui est intéressant parce que quelquefois elles ciblent des réalisations particulières et quelquefois elles ont un regard croisé, un peu thématique et plus large. Ça va être à nous d'essayer de piocher là-dedans pour s'appuyer dessus et guider les interventions dans le cadre opérationnel. Pour le moment, il n'y a pas eu une diffusion suffisamment large en direction vraiment des acteurs du terrain qui interviennent pour le compte des directions régionales des affaires culturelles. Je pense en particulier aux unités départementales de l'architecture et du patrimoine avec donc les architectes des bâtiments de France et aux responsables label ACR en DRAC. Moi j'ai la chance d'être au courant de ce programme et d'en recevoir les résultats, mais je ne suis pas sûre que tous les acteurs donc, en aient simplement la connaissance et je pense que qu'il y a une vraie demande, une vraie curiosité et que ça aiderait tous les gens qui sont confrontés, comme je l'ai dit, au terrain et à des réponses à donner rapidement. Donc ça ne réglera pas ce problème-là, mais au moins ça permettrait de disposer d'un jeu de référence. Comment faire? C'est vrai qu'il y a des restitutions, des webinaires, des séminaires, etc., des colloques. Mais je pense que ça ne sort pas assez d'un cercle de sachants. Ce qui marche avec les maîtres d'ouvrage, c'est de voir que quelqu'un d'autre a essayé et y est arrivé. Et de comprendre comment il y est arrivé. Et ça, c'est un gros travail de repérage que côté architecture on est en train de faire. Mais le programme de recherche, c'est ça qu'il raconte.